Alors nous allons donc partir vers la Chine du tout début du XXe siècle pour évoquer un épisode qui est connu sans doute de beaucoup en raison du film américain Les 55 jours de Pékin qui lui a été consacré. Il s'agit du siège des légations étrangères de Pékin dans le contexte d'une Chine agitée par la révolte des boxeurs, d'une Chine qui tente d'échapper au contrôle des puissances étrangères, au fameux break-up of China que celles-ci ont commencé à mettre en œuvre déjà depuis plusieurs décennies. Il faut rappeler en effet ce contexte. L'empire Qing, l'empire mandchou, installé depuis 1644, reste une très grande puissance par sa masse, sa population, le volume de son activité économique, mais en même temps, il s'est complètement fermé vis-à-vis de l'étranger. On le voit avec la tentative malheureuse d'ambassade anglaise McCartney à la fin du XVIIIe siècle. La Chine, comme le Japon d'ailleurs à l'époque, joue la carte d'une fermeture totale par rapport aux influences étrangères, par rapport à ceux que la caste mandarinale considère comme des barbares. Cela ne saurait durer, le décalage de puissance entre l'Occident industriel désormais et cet immense monde demeuré traditionnel va déboucher sur la guerre de l'opium en 1842 qui se termine donc par le traité de Nankin qui voit la Chine concéder à l'Angleterre le contrôle de Hong Kong. Ce n'est qu'un début. À la faveur des révoltes qui agitent l'Empire, notamment celle des Taipings en 1850, eh bien, les puissances étrangères vont disposer de très nombreux prétextes pour venir imposer leur volonté à la cour impériale. C'est ainsi qu'en 1860, une expédition franco-anglaise débarquée à Tianjin va marcher jusqu'à Pékin, s'emparer de la ville et perpétrer le fameux sac du palais d'été qui est resté comme une blessure toujours ouverte dans la mémoire des Chinois. Durant cette période, il y a une personnalité qui joue un rôle important à la cour. C'est une ancienne favorite dont le nom était Petite Orchidée, mais qui va devenir en fait ensuite la régente Tsui que nous allons retrouver aux affaires pendant plus de 40 ans. Et cette femme habile, rusée, fourbe, diront les Occidentaux, va tenter tant bien que mal de préserver l'autonomie du pouvoir impérial chinois au moment où les grandes puissances ont commencé le partage des dépouilles d'un empire que l'on considère comme moribond et incapable de s'adapter aux conditions modernes de la puissance. Elle est régente pour le compte de son neveu Guangxiu, qui est âgé de 4 ans, dans un contexte difficile. C'est l'époque où les Français s'emparent du Tonkin après une guerre contre la Chine. En 1894-95, c'est la guerre entre la Chine et le Japon, et là le décalage apparaît considérable. Le Japon qui s'est transformé à marche forcée depuis l'ère des Meiji, mise en œuvre par l'empereur Mutsuhito, va écraser complètement la Chine, ce que va sanctionner le traité de Shimonoseki. Dans ce contexte, la malheureuse Tsui, la régente, a bien du mal à assumer le pouvoir, d'autant que bientôt une révolte nationaliste tournée contre les étrangers autant que contre le pouvoir central, la révolte dite des boxeurs, va se déclencher et gagner des régions entières du pays, avec immanquablement des meurtres de chrétiens, avec l'assassinat d'un missionnaire anglais en décembre 1899, et au début de 1900, eh bien, cette révolte prend une expansion toujours plus grande. Et à Pékin, eh bien, les membres des ambassades, des délégations étrangères, évidemment, ont de quoi s'inquiéter devant la détérioration de la situation. Ils ont obtenu à la fin mai, au début juin,
l'arrivée de modestes contingents militaires, des Russes, des Britanniques, des Français, des Américains, des Allemands, des Italiens, des Austro-Hongrois, des Japonais, en tout à peu près 500 hommes, ce qui n'est bien peu, évidemment, au cœur d'une ville de 2 millions d'habitants. Les légations sont installées dans le sud-est de la ville tartare, et elles sont entourées par une haute muraille coiffée par un véritable boulevard de circulation avec 2 grandes portes fortifiées à partir desquelles on peut tenter de défendre la zone. Ce sont en fait des quartiers de pavillons entourés de jardins qui ne se prêtent pas a priori évidemment à l'action militaire, des quartiers largement découverts en plus vers le nord, vers le parc du Prince Su. Les chrétiens chinois menacés par les boxeurs sont venus s'y réfugier, s'y regrouper en grand nombre. Le tout est difficile à défendre, et en plus ces Européens qui sont isolés là, eh bien il est bien difficile de dégager une unité de commandement entre eux. Le personnage le plus important, c'est le représentant de l'Angleterre, le ministre de Sa Majesté à Pékin, l'Écossais Claude MacDonald, mais les relations avec les Anglais sont difficiles. Nous sommes en 1900, nous sommes en plein dans la guerre des bourgs, et aussi bien les Français que les Allemands, par exemple, ou les Austro-Hongrois, ou les Russes, bien sûr, sont pour cette raison tout à fait hostiles ou réservés vis-à-vis du représentant anglais, ce qui fait que les détachements se répartissent dans chacune des délégations sans qu'il soit possible d'imaginer un système de défense commun qui aurait été évidemment préférable. Les Britanniques sont dans le nord du quartier, les Japonais près du parc du Prince Fu, les Italiens ont eu leur légation incendiée et ils l'ont évacuée pour rejoindre les Japonais, les Russes et les Américains sont à l'ouest, les Allemands au sud, les Français à l'est, avec les Austro-Hongrois, et en plus un petit contingent français se trouve à la cathédrale, qui va être aussi assiégée en dehors du quartier délégation. Il y a là des personnalités fortes. Nous avons évoqué déjà MacDonald pour les Anglais, Stephen Pichon pour les Français, le Russe de Geers, l'Allemand von Kettler, mais tous ces gens-là ne réussissent pas au début à s'entendre et à constituer en quelque sorte une véritable défense commune. Les événements vont les obliger ensuite évidemment à aller dans ce sens. Dès le 4 juin 1900, une réunion est organisée à la légation anglaise avec des représentants de toutes les ambassades, parce qu'on a de mauvaises nouvelles. La ligne de chemin de fer entre Tianjin et Pékin a été coupée. La ligne de télégraphe va l'être incessamment, donc cette petite colonie d'Européens va se retrouver complètement isolée à 120 km de Tianjin, le port d'où peuvent venir d'éventuels renforts. Et cela au moment où les boxeurs se manifestent de plus en plus ouvertement, installent des barricades à proximité, au moment où le chancelier de la délégation japonaise, de la légation japonaise, Sugiyama, est assassiné par des rebelles en se rendant à la gare de Pékin. En plus, on apprend que le prince Tuan, chef de file des xénophobes les plus radicaux, a été promu à la tête du Conseil impérial. De quoi donc inquiéter quelque peu les assiégés qui attendent des renforts de l'amiral anglais Seymour, qui doivent venir donc depuis Tianjin, mais on ne sait pas dans quel délai et quel sera le volume de ces renforts. Pendant ce temps, Tsui, elle, joue de l'ambiguïté, souhaite le départ des Européens qui sont bloqués dans Pékin. Alors, dit-elle, c'est pour assurer leur sécurité. Mais évidemment, c'est un propos qu'ils ne prennent guère au sérieux, au moment où un peu partout dans le pays, des églises sont incendiées, au moment où se multiplient les escarmouches entre les boxeurs et les quelques troupes qui défendent les légations. Ce qui est aussi inquiétant, c'est que les soldats réguliers de l'armée chinoise, à l'évidence, soit demeurent totalement passifs, soit font cause commune avec les insurgés. Dans ces conditions, les Européens sont bien décidés à demeurer sur place, car ils sont
tout à fait conscients qu'un départ organisé aboutirait presque certainement à un massacre. D'ailleurs, tout cela se confirme le 20 juin, l'ambassadeur allemand von Kettler, qui a décidé de se rendre au ministère chinois des Affaires étrangères en chaise à porteur, eh bien, il est assassiné. Il a choisi de ne pas avoir d'escorte, il est assassiné par un soldat chinois. C'est à partir de cette date, 20 juin, que l'on peut considérer que les combats vont commencer à se généraliser autour des légations. Dans le quartier donc des ambassades, mais également, je l'ai dit, à la cathédrale catholique de Pétang, qui est isolée de ce quartier. Hein, l'évêque français Monseigneur Favier et son coadjuteur Monseigneur Jardin ont accueilli là, ont abrité là des missionnaires, des lazaristes français, des religieuses italiennes, des réfugiés catholiques chinois, et ils sont défendus par 30 marins français, ce qui est évidemment bien peu de choses, sous les ordres de l'enseigne de vaisseau Paul-Henri, qui va d'ailleurs trouver la mort au cours des combats qui suivront. Pendant ce temps-là, à la légation française, c'est le lieutenant de vaisseau Darcy qui commande le petit contingent chargé de défendre le quartier. Alors, les combats commencent, fait des escarmouches isolées. L'armée régulière, à l'évidence, prend parti pour les insurgés. La légation d'Autriche-Hongrie doit être évacuée. Dès le 20 juin, un matelot français est tué. C'est la première victime française du siège des légations. Les assiégés sont bien peu pourvus en armement. Ils disposent de 2 mitrailleuses, d'un modeste canon de 37 italien, et surtout les munitions sont très rares. Il faut les compter soigneusement. Les Japonais, les Italiens réunis creusent des tranchées dans le secteur du parc du Prince Fou. Un hôpital est organisé à la légation britannique, mais ce qui apparaît le plus pénible, au-delà du danger des combats, ce sont en cet été de 1900 à Pékin, la chaleur bien sûr, et aussi très vite la faim, car les vivres manquent. Hein. Certains civils qui étaient là se sont mobilisés, notamment un ancien capitaine de l'infanterie coloniale, le capitaine Labrousse, qui avec quelques dizaines d'autres vient renforcer les soldats qui étaient là, mais il sera tué lui-même au combat. On assiste à des scènes tout à fait étonnantes. L'épouse de l'ambassadeur d'Autriche, Madame von Hostorn, va se brûler en s'attaquant à une barricade installée par les rebelles à proximité de la légation autrichienne. Hein. Toute une série d'orages vont quelque peu calmer les ardeurs des combattants pendant quelque temps, mais vont transformer tout le quartier en un véritable bourbier, ce qui n'a rien arrangé évidemment. Et pendant ce temps-là, la colonne attendue qui doit arriver depuis Tientsin, la colonne annoncée par l'amiral Seymour, n'arrive toujours pas, et on ne sait toujours pas comment les choses vont se passer et s'il sera possible de tenir encore longtemps. D'autant que l'on se bat, je l'ai dit, dans deux zones différentes, le quartier des légations d'une part, la cathédrale de l'autre. Alors on entend au coup de feu échangé que l'une et l'autre de ces deux positions continuent à résister, mais la grande question c'est de savoir pour combien de temps, car les pertes quand même s'accumulent. Paul-Henri, dont j'ai parlé tout à l'heure, est tué à la cathédrale le 30 juillet. Le 8 juillet, c'est le commandant des forces autrichiennes qui est tué à son tour. Les rebelles tentent de creuser une galerie sous l'ambassade de France pour y amener une mine. Alors on va conclure une trêve le 16 juillet. Ça va permettre aux assiégés de renforcer quelque peu leur position, grâce notamment à un missionnaire américain, le père Gamoel, qui était ancien ingénieur de son état avant d'entrer dans les ordres. Ça va permettre de renforcer quelque peu les défenses des légations. Et puis tout cela va continuer entre le 17 juillet et le 10 août. C'est toute une série d'escarmouches qui vont opposer les
deux adversaires. Du côté chinois, on est quelque peu hésitant au niveau du pouvoir. Le prince Tuan, qui est le chef de file des xénophobes, voudrait en finir avec cette résistance des légations étrangères, mais le prince Kong, qui craint beaucoup les réactions des alliés dans un tel scénario, a plutôt tendance à freiner l'ardeur des rebelles. Donc une longue période d'incertitude, sans avoir de nouvelles évidemment de la progression de la colonne partie depuis Tientsin. Enfin, le 9 août, un message du général anglais Gessler annonce qu'il a bousculé les troupes chinoises qui avaient tenté de s'opposer à sa progression quelques jours plus tôt, et dans la nuit du 14 août, eh bien, les colonnes amies arrivent, hein, les Anglais d'abord, les Russes, les Japonais, ils vont dégager les légations. Le 16 août, ce sont les marsouins français de l'infanterie coloniale qui vont dégager la cathédrale, qui était le deuxième point de résistance dans la ville. C'est la fin, en quelque sorte, de ces 55 jours d'angoisse, de ces fameux 55 jours de Pékin. C'est la fin du siège, c'est le début évidemment d'une autre histoire. Tsui s'est enfui de Pékin dès le 14 août. En septembre, le prince Tuan, qui était le chef de file le plus hostile aux Occidentaux, est déchu. Et il est intéressant qu'au même moment, eh bien, un nationaliste chinois républicain, Sun Yat-sen, fonde le Kuomintang, premier parti nationaliste chinois qui est à la fois qui réagit à la fois contre la présence étrangère, mais qui entend transformer le vieil empire mandchou en une république moderne. C'est tout un programme évidemment pour l'avenir. Alors cet avenir va se faire encore quelque peu attendre. En décembre 1900, les puissances alliées vont se mettre d'accord pour préparer un protocole de 12 articles que l'on va chercher à imposer maintenant aux Chinois vaincus. Tsui est rentré à Pékin dès le mois de janvier 1901, et finalement le 7 septembre 1901, eh bien, un traité est signé à Pékin qui impose à la Chine une très lourde indemnité et qui vient mettre en cause encore, bien sûr, sa souveraineté, qui confère de nouveaux privilèges aux grandes puissances qui se sont coalisées pour venir rétablir l'ordre en quelque sorte dans l'empire du milieu. Les choses vont ensuite s'accélérer. L'empereur va mourir en 1908, puis Tsui elle-même va disparaître. Or, à ce moment, l'héritier du trône impérial, le jeune Puyi, eh bien, il n'a que 3 ans. Il n'a que 3 ans. C'est inquiétant, évidemment, pour l'avenir. Et presque fatalement, en octobre 1911, la révolution se déclenche dans le sud du pays. Et en décembre, Sun Yat-sen, le leader du Kuomintang, va se faire élire président de la République à Nankin. C'est une nouvelle histoire donc qui commence. L'empire mandchou se termine. Le 12 février 1912, le jeune Puyi abdique. C'est encore un petit enfant. On le retrouvera plus tard quand les Japonais chercheront à l'utiliser comme empereur du Mandchoukuo au cours des années 1930. On connaît son histoire étonnante. Il finira jardinier dans la Chine de Mao Tse-tung. Mais Sun Yat-sen ne l'a pas encore emporté. Il doit compter avec un chef militaire, Yuan Shikai, qui va finir par s'imposer à Pékin au cours des années suivantes, mais la malheureuse Chine n'est pas sortie d'affaire pour autant, puisque le XXe siècle va être pour elle une période d'épreuve sans doute encore plus terrible que ne l'avait été le XIXe, qui avait vu l'irruption des puissances étrangères. Et ces années sombres qui débutent avec la guerre de l'opium de 1840-42, eh bien, elles se termineront véritablement qu'à partir de 1978, quand Deng Xiaoping va orienter la Chine sur les voies qui vont permettre la résurrection que l'on sait.
Zbigniew Ziemski. Ce nom ne doit pas vous dire grand-chose, à part que c'est polonais. Ben oui, c'est polonais. Eh bien, Zbigniew Ziemski est né à Zawoja, en Pologne. C'est le sud de la Pologne. C'est dans un coin de montagne, très joli d'ailleurs, des vallées magnifiques, près de la frontière autrichienne. Et il est né là-bas en 1915. Son père est tué quand il a quelques mois, en 1916, sous l'uniforme autrichien, sur le front russe. Et puis, bon, il est élevé fort bien d'ailleurs par sa maman, évidemment catholique et patriote. Il passe le bac en 1933 et puis il décide de devenir officier. Il est sous-lieutenant et puis bon, il est tellement bon en sport qu'il devient entraîneur de sport. Et parmi ses élèves, il a quelqu'un qui va faire une belle carrière aussi, c'est Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II. En 1939, comme il était sous-lieutenant de réserve, il est évidemment mobilisé. Et il se retrouve chef de section au 17e régiment d'infanterie. Ils sont faits prisonniers par les Russes. Il a le réflexe et l'intelligence d'enlever ses galons, qui sont pourtant assez modestes, et ça va lui éviter d'être assassiné par les soviétiques à Katyn. Il y a quand même eu 4500 officiers polonais assassinés par les Russes. Il arrive à s'évader, il part vers l'ouest, il est repris, on le met dans l'armée autrichienne cette fois-ci, il s'évade de nouveau et il va se cacher dans les montagnes de son enfance, chez sa maman, dans une ferme où là il est un petit peu tranquille. Pas longtemps, parce qu'il entend parler du général Sikorski qui, en France, essaye de refaire une force parachutiste polonaise. Qu'à cela ne tienne, il va aller de ces montagnes polonaises jusqu'à la France, avec 1000 dangers, 1000 aventures, mais on n'a pas le temps de tout raconter. Et puis, il rejoint donc le groupe des Polonais, puis l'Angleterre, évidemment, l'Angleterre. Et là, eh bien, on le met comme on lui apprend tout ce qu'il faut savoir. Il devient saboteur, il devient commando et il devient surtout parachutiste. La guerre va se terminer, vous savez, vous avez sûrement vu le film Un pont trop loin, quand enfin les parachutistes polonais sont lâchés sur le Arnhem, sur le pont d'Arnhem, eh ben, il y était à cette aventure-là. Puis il fait toute la campagne d'Allemagne et il est devenu capitaine. Et puis là, on ne sait pas ce qui se passe. Tout d'un coup, est-ce qu'il a un coup de cafard, une histoire d'amour qui tourne mal? Est-ce qu'il se reconnaît plus comme polonais? En tout cas, il va tout lâcher et il va se présenter au Fort Saint-Nicolas à Marseille et s'engager dans la Légion étrangère française. Il a 33 ans, ce qui est déjà un petit peu vieux pour un légionnaire, mais je peux vous assurer qu'il est en très 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 bonne forme. Alors on l'expédie en Algérie, à Oran, à Mascara, Sidi Bel Abbès, et comme évidemment un légionnaire n'a pas de passé, eh ben, il refait toute la formation militaire, alors qu'il en sait beaucoup plus que ses formateurs, et en particulier la formation para, ce qui a bien dû le faire sourire intérieurement. Le lieutenant Falk, un de ses lieutenants, découvre son passé et lui dit « Mais attendez mon vieux, vous étiez capitaine, para, vous avez fait la guerre, etc. » Et l'autre dit « Bah oui, bon, vous savez, dans la Légion on dit rien. » Et lui dit « Écoutez, on a trop besoin de gradés, vous n'allez pas en Indochine tout de suite, j'ai besoin de vous ici pour former des hommes. » Et lui, il veut aller se battre en Indochine, il n'aime que ça, se battre. Donc il ronge son frein, mais il fait ce qu'on lui dit. Et puis en mars 51, un capitaine refait le premier BEP qui a été anéanti sur la RC4 et là il peut enfin partir en Indochine et il va se retrouver dans la CIPL, compagnie indo-chinoise parachutiste de la Légion étrangère, la CIPL, et il va fréquenter quelqu'un qu'on a reçu ici avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'intérêt, c'est Allaire. Et là, il a 150 Vietnamiens et 39 Blancs. Et cet homme qui parle évidemment polonais, qui parle français, puisqu'il est légionnaire français, qui parle anglais, qui parle russe et qui parle allemand, va apprendre le vietnamien en quelques mois. Et ça va très très bien fonctionner, ces compagnies indo-chinoises de parachutistes. En 1952, il est dans les combats de Nassan,
Et là, il est grièvement blessé, d'éclats d'obus à la tête. Tellement grièvement blessé que bon, il est évacué sur l'hôpital Lannessan à Hanoï, puis en France pour être opéré. Il gardera toute sa vie des éclats d'obus dans le crâne. Mais un peu comme Haller, dont on parlait tout à l'heure, il va s'arranger pour faire disparaître un peu son dossier médical, parce que ça l'aurait empêché de retourner dans le service actif. Donc il va s'arranger pour que personne ne sache qu'il a plein de bouts de métal dans la tête. Et il retourne en 1953 à Sidi Bel Abbès. Là, c'est le 3e BEP. Et il est toujours volontaire pour retourner encore en Indochine. Le lieutenant de Stabenrath lui dit « Oui, d'accord, mais j'en ai 4 du même grade qui sont volontaires. Vous êtes le plus jeune dans le grade, mon vieux, c'est les 3 autres qui vont partir. » Et les 3 autres vont se faire tuer à Dien Bien Phu. Là, la chance a été de son côté, mais il voulait partir, vraiment. Il retourne quand même en Indochine après Dien Bien Phu avec le lieutenant Maslow, et pour reformer un BEP après Dien Bien Phu. Puis c'est de nouveau l'Algérie, là il est dans le 2e REP, et lors de combats extrêmement violents, il va remplacer son lieutenant, le lieutenant Montagnon, qui est très grièvement blessé. Bon, il a toujours caché qu'il était quand même lui aussi blessé et qu'il n'aurait pas dû être là. À 40 ans, il est adjudant. Quand même, une commission médicale lui dit « Écoutez, là, mon vieux, non, c'est plus possible. » On retrouve son dossier médical. On lui dit « Mon vieux, bravo, mais vous êtes inapte maintenant au service actif. On va vous mettre pour diriger une sorte de maison de repos pour les légionnaires blessés. » Alors il fait ça quelques mois, puis vraiment ça suffit pas pour lui, ça suffit pas. Et il veut absolument retourner dans une compagnie et faire la guerre d'Algérie, vraiment. Il retourne dans une compagnie, il va de nouveau sauter en parachute. Et il faudra vraiment qu'on le force à quitter la Légion étrangère, qu'on lui dise maintenant c'est terminé, vous êtes à la retraite, c'est fini pour vous, pour enfin il arrête. On pourrait croire que là, bon, il va se reposer un petit peu. Pas du tout. Il devient coordonnateur de piste au Bourget. C'est-à-dire qu'il apprend un nouveau métier. Parce que c'était un excellent parachutiste, mais enfin, organiser le trafic aérien en 1964 à l'aéroport du Bourget, c'était pas simple du tout. Et bien là aussi, il va être excellent. Et cette vie incroyablement bien remplie, eh bien, va se terminer plus paisiblement. Il va être président de plein d'amicales d'anciens légionnaires, d'amicales de paras. Il va faire vivre tout le souvenir de ses compagnons légionnaires tombés au combat. C'est le légionnaire type, je dirais, et même plus que ça. Alors moi, je dis bravo à ce Polonais, Zbigniew Ziemski, qui a bien mérité du pays, et juste à sa retraite, il est devenu français enfin, mais français par le sang versé. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre émission Passé-Présent Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, qui est un spécialiste éminent de l'histoire du Premier Empire et qui vient de publier aux éditions Talendier un ouvrage qui a été placé sous sa direction, le Dictionnaire des institutions du consulat et de l'Empire. Un ouvrage tout à fait utile, voire nécessaire pour tous ceux qui s'intéressent à la période. L'ouvrage de Jacques Godechaux sur les institutions de la Révolution et de l'Empire commençait à dater un peu. Thierry Lenz, Napoléon, dans la mémoire des Français, c'est avant tout la gloire militaire, c'est le Bonaparte d'Arcole, c'est le vainqueur d'Austerlitz. Et au bout du compte, on a un petit peu oublié toute
l'œuvre de réorganisation intérieure qu'il a conduite et qui a permis à la France, dans une large mesure, à travers le consulat et l'Empire, de sortir d'une période ô combien chaotique qui avait été celle de la Révolution. C'est donc bien utile aujourd'hui de rappeler à nos compatriotes, à nos concitoyens, quel a été le rôle du personnage en ce domaine essentiel. Il y a une expression qui avait cours autrefois, qu'on a oubliée aujourd'hui, on parlait des masses de granit sur lesquelles Napoléon avait construit la France contemporaine dans de nombreux domaines. Alors ce que je me propose aujourd'hui, c'est de vous interroger à propos justement de ces transformations, de ces révolutions dans une certaine mesure, qui ont permis de bâtir des structures solides pour ce qu'allait être la France de l'époque contemporaine. Et tout d'abord, il y a une première chose que l'on peut évoquer, c'est l'administration. La Révolution a supprimé l'extrême confusion qui régnait quant à l'organisation des provinces, des gouvernements militaires, des généralités, etc., des bailliages, des sénéchaussées. Il y a eu ensuite un certain nombre d'hésitations diverses durant la période révolutionnaire. Finalement, au bout du compte, Napoléon va conserver le département imaginé par la Constituante. Il n'a pas été tenté à aucun moment de revenir à l'ancien système des provinces. Il était acquis à ce découpage départemental. Oui, parce que Napoléon est un homme des Lumières et de la Révolution, donc il a évidemment assisté à cette évolution des structures administratives et il l'acceptait. Ce qu'il a modifié, lui, c'est que il a supprimé un niveau, en quelque sorte, le niveau du district qui était une espèce de, on dirait, communauté de communes aujourd'hui, pour revenir à la municipalité qui était fondée sur les paroisses de l'Ancien Régime. Donc en fait, trois niveaux administratifs, le département, l'arrondissement et la commune, le canton étant gardé comme étant une circonscription électorale, donc il n'avait pas d'administration propre. C'est dans le cadre du canton qu'avaient lieu les élections aux différentes assemblées ou conseils mises en place à l'époque. Oui, ce qu'on appelait les assemblées primaires, qui étaient en fait, dont on sait aujourd'hui, parce que des Anglais les ont étudiées de près, qu'elles ont eu un certain succès. C'est-à-dire qu'on pense toujours que la vie politique était atone sous le consulat et l'Empire, et on s'aperçoit qu'en fait, au fur et à mesure du régime, les fameuses assemblées primaires qui se réunissaient tous les ans pouvaient réunir jusqu'à la moitié des électeurs d'un canton, ce qui était quand même énorme, puisqu'on perdait une journée de travail, puisqu'on n'était pas forcément intéressé par l'administration, et donc ça a été, bon, on va dire, ça aurait pu marcher si ça avait duré encore plus longtemps. On découvre là une dimension démocratique un petit peu inattendue du régime. Vous savez, je suis toujours un petit peu frappé par le fait que lorsque on nous raconte l'histoire de France, tout se passe comme si, depuis la grotte de Lascaux, ça aurait dû se terminer par la République et le régime parlementaire. C'est la téléologie c'est un peu la théorie Boucheron du 19e siècle. Eh bien, à l'époque où nous nous situons, d'abord, la préoccupation n'est vraiment pas, à ce moment-là, d'assurer une démocratie vivante, etc. C'est d'assurer l'ordre, parce qu'on sort de 10 années de désordre, de chaos, de guerre civile, de guerre extérieure. Et l'idée est, un, de réorganiser les choses, et puis deux, d'assurer l'unité nationale. On oublie toujours, dans la centralisation, un de ses grands avantages, c'est de maintenir l'unité nationale. Et donc, à contrario, et pardonnez-moi de venir sur un terrain plus actuel, à contrario, chaque fois qu'on attente à la centralisation, on attente aussi à l'unité nationale. Et la voie qui nous ramènerait aux structures de l'Ancien Régime très mélangées, très peu organisées, très peu rationnelles, la voie est ouverte. L'exemple que je donne toujours est un exemple récent. Il y a quelques années, le maire de la ville de Lyon et le président du Conseil général du Rhône se sont réunis pour se distribuer des compétences. Habituellement, c'est l'État qui distribue les compétences des collectivités locales, et à l'époque, le Premier ministre avait eu la bonhomie de leur dire « Si vous vous mettez d'accord, je ferai faire une loi qui validera tout ça ». C'est-à-dire, c'est le retour, un petit peu, à la loi des barons de l'Ancien Régime,
pour dire les choses un petit peu plus simplement. Mais alors en même temps, et là on peut faire référence à Tocqueville, dans la centralisation napoléonienne, il y a aussi dans une certaine mesure l'héritage de la centralisation mise en œuvre à travers les intendants, à partir de Richelieu et de Louis XIV. C'est vrai, mais avec quelle force aussi, hein, c'est-à-dire que là, en fait Napoléon a bénéficié évidemment de tout ce qui avait été fait dans ce domaine pendant la Révolution, tout ce qui avait été pensé, même à certains égards réalisé. La structure départementale, bon, il l'a conservée telle qu'elle, avec les mêmes limites. Il y a eu très très peu de modifications de limites ensuite. Mais ce qui est toujours frappant avec Napoléon, je dirais avec Napoléon et l'équipe qui l'entoure, c'est que lorsqu'on prend une décision, on l'applique rapidement. Et quand vous regardez le bilan du règne de Napoléon, qui dure, on va dire, grosso modo 15 ans, toutes les grandes réformes sont terminées en 1802. Oui, c'est-à-dire que c'est le consulat qui est la période vraiment fondatrice. Hein. Voilà, il n'y aura après que la promulgation de ce qui avait été préparé jusqu'en 1802, notamment le Code civil en 1804, et la création de la Cour des comptes en 1807. Le reste existe, le reste est prêt. Les fameuses masses de granit sont en place. Elles sont jetées sur le sol de France, comme a dit Napoléon. Oui. Alors cette centralisation appuyée donc sur la structure départementale, il faut rappeler aussi qu'à l'époque, les départements, ils sont à un moment au moins un peu plus nombreux qu'aujourd'hui. On va aller jusqu'à 140 départements. 134 au maximum. 134 départements. Hein. Une époque où on avait des départements des Bouches du Tibre et des Bouches de l'Elbe. C'est l'époque d'une France évidemment beaucoup plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Oui, là on pourrait faire deux remarques générales. La première, c'est que quand on parle de ces 134 départements, dans l'esprit de Napoléon, ce sont des Français. C'est-à-dire que ce ne sont pas des départements annexés, ce ne sont pas des conquêtes, c'est l'Empire français. Et c'est même tellement imprégné chez les gens qu'il y a par exemple dans les mémoires d'un capitaine de cuirassiers, peu importe, qui rejoint l'armée qui va envahir la Russie, au moment où il passe le Rhin, il dit « ça y est, je quitte mon pays ». Or, il passe le Rhin aux alentours de Mayence, et pour lui, c'était la France. La rive gauche du Rhin, c'était la France. C'était la France. Alors, évidemment, ça a plus ou moins bien marché. Il y a eu des rejets, par exemple, en Hollande, certains départements italiens, mais c'était l'idée, c'était de créer une France, alors des limites naturelles à l'origine, bien au-delà des limites naturelles ensuite. Et donc ça, c'est ça l'Empire français. C'est-à-dire que souvent on confond, on dit l'Empire c'est aussi les États vassaux, etc. Non, l'Empire français, ce sont les 134 départements composés de citoyens français. Et puis la deuxième remarque, c'est que c'est le seul moment avant les années, on va dire les années 40, où Napoléon va tenter une forme de régionalisation. Alors, très ténue, mais il a créé ce qu'on a appelé les gouvernements généraux, qui étaient destinés à organiser les départements qu'on venait de réunir. Hein, donc la Hollande, les provinces hanséatiques, une partie de l'Italie, un petit morceau d'Espagne, la Catalogne à un moment donné. Il nommait des gouverneurs généraux qui étaient au-dessus des préfets. C'est-à-dire, c'était un peu les premières régions des années 60, avec une espèce de préfet de région, bon là qui s'appelait gouverneur général. Et je termine en disant que un des gouverneurs généraux était sa sœur, Élisa Bonaparte, en Toscane, et donc Élisa Bonaparte est le premier haut fonctionnaire féminin de l'histoire de France. L'anecdote est effectivement intéressante. Alors, outre ce découpage administratif, donc qui maintient l'héritage de la Révolution, Napoléon va mettre en place une administration préfectorale, là où la Révolution initialement avait prévu un système très décentralisé, avec des directoires départementaux, etc. Ces préfets, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je crois que notamment Jean Tullard a pas mal travaillé sur ce sujet. Où va-t-il les prendre?
Alors, le problème de toutes ces nominations de 1800, on va dire, donc les préfets, il en faut une centaine, les magistrats, il en faudra 1500, etc., ont été faites un peu dans l'urgence, ce qui fait qu'il y a eu une première vague, on va dire, de tâtonnement, mais ensuite, on va dire, aux alentours de 1801-1802, il y a une très grande stabilisation du personnel préfectoral. On va avoir des préfets qui vont rester pratiquement 15 ans préfets de leur département. Alors, ce sont généralement des révolutionnaires modérés ou des révolutionnaires recyclés, parce qu'il y a même des gens qui ont été leaders de la Révolution. Lameth, par exemple, devient préfet. Et donc, ce sont des personnes qui ne sont pas seulement des experts d'administration, mais qui ont aussi un tour politique dans leur fonction. Et qui vont, alors, de préférence, et d'ailleurs, ils sont assez obligés d'être dans la ligne du gouvernement, évidemment, mais ils vont avoir aussi ce rôle de faire descendre les réformes jusque sur le terrain. Rappelons quand même, enfin, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de fax, il n'y a pas de train, voilà. Et il faut mettre en place sur un territoire immense, sur un territoire où il faut 10 jours pour le traverser d'un bout à l'autre, on va mettre en place des réformes extraordinairement uniforme, parce qu'il n'y a pas de particularité régionale dans les administrations. Il y a une particularité des hommes parfois, c'est vrai. Et puis surtout, compte tenu de ces distances, Napoléon choisit ses préfets de telle sorte qu'ils ne profitent pas du temps que mettent les ordres pour venir. Vous voyez, c'est très très compliqué. Alors, dans un premier temps, on a choisi un petit peu ce qu'on avait sous la main, et puis ensuite, on a vraiment sélectionné puis créé une fonction. Les auditeurs au Conseil d'État étaient faits un peu pour être formés. Beaucoup sont devenus préfets par la suite. D'abord sous-préfet, ensuite préfet. C'était une espèce d'énat de terrain, c'est-à-dire une formation où on ne perdait jamais de vue qu'au fond, on était là pour servir l'État. Et concrètement, hein, là, pour le coup, c'était vraiment très très concret. Oui. Et alors, au niveau central, qu'en est-il du personnel dirigeant qu'il rassemble autour de lui ? Oui, c'est simple, 12 ministères, 32 ministres différents, donc on reste ministre assez longtemps, hein. Il y a des ministres qui sont restés 15 ans, Gaudin aux finances, personne ne le connaît, mais un des plus grands ministres des finances de l'histoire. Et puis les administrations centrales sont alors ridiculement peu nombreuses. Hein. Le ministère de l'Intérieur... Par comparaison. Oui, le ministère de l'Intérieur qui est le plus grand ministère, il a les forêts, l'agriculture, l'instruction publique, etc. Enfin, il regroupe aujourd'hui ce qui serait plusieurs départements ministériels. L'administration centrale ne dépasse pas les 400 employés. Oui, en effet. L'ensemble des employés des administrations centrales des militaires, ça doit être à peu près 5000 personnes sous le consulat et l'Empire, ce qui n'empêche que l'administration devient nombreuse parce que tous les démembrements déconcentrés, dirions-nous aujourd'hui, eux évidemment, ils ont du personnel. Mais l'administration centrale, c'est rien. Et ça travaille énormément. Hein. On a les archives, évidemment, de tous ces ministères. Celles du ministère de l'Intérieur ont été étudiées et on s'aperçoit que ces on va dire 200 fonctionnaires d'exécution envoyaient 4000, 5000 lettres par an, réussissaient à traiter 3 à 4000 dossiers, à proposer X centaines de décisions au ministre. Enfin, c'était véritablement donc, très bien organisé. Donc une réelle efficacité et une exploitation qui se faisait au mieux des talents du personnel, des ressources humaines. Avec des débuts de statut. Par exemple, on oublie souvent que c'est Napoléon qui crée pratiquement le statut des enseignants en 1810. Il y a une loi qui, dans le cadre de l'université impériale, on prévoit un statut des enseignants. Alors c'est vrai qu'ils sont peu nombreux, ça concerne surtout le secondaire, mais il n'empêche que c'est l'embryon. On crée des caisses de retraite dans tous les ministères. Alors déjà de la retraite par répartition d'ailleurs, ce qui comment dire, est resté jusqu'à nos jours. Hein, on prélevait 3%, je crois, du salaire. Donc il y a en même temps une espèce de création de cette classe de fonctionnaires qui va être l'embryon de la classe moyenne française au XIXe siècle et qui en même temps crée une population au service de l'État qui bien sûr grossira par la suite, mais qui à cette époque-là fait figure de, on va dire, la notabilité de classe moyenne sous le consulat et l'Empire. Et dans toute cette entreprise modernisatrice
fondatrice, quelle est pour Napoléon la place de l'éducation, puisque ça va être un des grands enjeux de notre histoire contemporaine. Oui, alors il y a deux grandes lois sur l'instruction publique qui sont prises en 1802 et en 1808. 1808, c'est ce qu'on a appelé l'université impériale, on dirait aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, puisque ça n'est pas une université, c'est l'ensemble du système. Napoléon s'est beaucoup préoccupé du secondaire, avec la création des lycées en 1802, du supérieur avec la création des universités, laissant aux communes l'enseignement primaire. Alors, la scolarisation, j'avais essayé de faire un vague calcul à une époque, on est grosso modo sur 1 million de garçons scolarisés sur des classes d'âge qui doivent être 4 à 5 fois plus nombreuses. Donc on voit que tous les enfants, évidemment, ne sont pas scolarisés, mais il commence à y avoir un effort de scolarisation, notamment au niveau des communes qui doivent mettre beaucoup de moyens dans le recrutement des instituteurs et l'entretien des écoles. Et on démarrait sur un bilan qui n'était pas très brillant des fameuses écoles centrales bien sûr. de la Révolution. Oui, en plus vous abordez là un vrai thème, parce que on nous dit souvent, les réformes de Napoléon, oui, mais la Révolution l'avait déjà fait. Non, la Révolution l'avait décrété, mais ne l'avait jamais fait. Pas mis en œuvre, et l'exemple des écoles centrales est frappant. Toute l'historiographie révolutionnaire, qui a été dominante jusqu'à l'avènement de Jean Tullard, je dirais, toute l'historiographie révolutionnaire n'a cessé de répéter que le lycée était la copie des écoles centrales. Or, toutes les études qu'on a faites sur les études centrales montrent que ça ne fonctionnait absolument pas sur les écoles centrales, et que effectivement le lycée, même si la création des lycées a été progressive, il y en a eu une quarantaine à la fin du Consulat et de l'Empire, ça a été véritablement... Il y en a encore un par département, c'est ce qui était prévu, mais il y en a une quarantaine. Voilà, il y en a eu une quarantaine, parce que l'installation, un lycée était véritablement un vrai établissement d'enseignement, c'est-à-dire qu'il fallait des bâtiments, il fallait un proviseur, un censeur, il fallait aussi le financer, il faut bien dire qu'on aurait déjà de l'internat. Voilà. Et donc, si vous voulez, la Révolution pense à beaucoup de choses, Napoléon les fait. C'est la même chose, par exemple, quelque chose qu'on aborde très peu dans le dictionnaire, mais j'y pense souvent, c'est le statut des Juifs. On dit toujours que la Révolution a libéré les Juifs. C'est vrai, elle les a fait citoyens. C'est ça. Le problème, c'est que tout a continué comme avant, c'est-à-dire on les regardait toujours d'un mauvais œil, ils continuaient, eux, parce qu'interdit d'autres professions à pratiquer l'usure, et en 1808, c'est Napoléon, 15 ans après que la Révolution ait proclamé l'égalité, c'est Napoléon qui intègre cette communauté dans la société, parfois en la bousculant un peu aussi, il faut bien le dire, mais c'est toujours ce même sujet des études révolutionnairo-robespierristes qui vous disent « mais non, la Révolution a tout fait ». Non, la Révolution a fait une grande table rase, a essayé de reconstruire ensuite, mais ceux qui ont bâti, ce sont ses successeurs. A formulé des projets, mais pas forcément mis en œuvre. Alors si on fait le bilan par rapport, à propos de l'enseignement secondaire, par rapport à la fin de l'Ancien Régime, à l'époque, je crois, il y a à peu près 400 collèges religieux en France. Est-ce que, en matière de scolarisation secondaire, on retrouve à peu près le même nombre d'élèves? Non, on ne le retrouve pas, parce que, en fait, un des problèmes a été la rupture entre l'Église et l'État, si vous voulez, à ce moment-là. Alors, Napoléon va renouer les fils, mais il y a aussi le conflit avec le Saint-Siège qui va le couper une grande partie du catholicisme. Et au départ, il ne souhaitait pas remettre en jeu l'enseignement au sein de l'Église, etc. Et puis, il y a eu une tolérance au fur et à mesure qui s'est créée. Il y a même eu, les séminaires ont commencé à être extrêmement ventrus parce que les séminaristes étant dispensés de conscription, on a eu tout à coup eu des vocations même insoupçonnées. Il y a déjà les effets du réveil catholique quand même, annoncé par le génie du christianisme de Chateaubriand. C'est vrai. Napoléon d'ailleurs à la fois a été un des grands artisans, on va dire, de ce réveil, mais il s'est aussi, pardonnez-moi l'expression, mais tiré une balle dans le pied, parce que le conflit avec le Saint-Siège, à certains moments, aurait pu être complètement résolu. Enfin, qu'est-ce que Napoléon avait à faire de l'investiture canonique, de ceci, de cela. Il s'est même occupé à certains moments de théologie, enfin, c'était pas son problème. Et ce faisant, il a recréé une clientèle au royalisme, puisque, par exemple, la congrégation de l'Immaculée Conception a
plus ou moins donné naissance aux chevaliers de la foi, c'est-à-dire qu'on passe de la religion à l'opposition organisée. Et l'ultra-royalisme ensuite. Ouais. Et donc là, je dirais que le bilan est on va dire, administrativement, avec le Concordat, réussi, mais sur le plan politique, totalement manqué. Alors il y a d'autres domaines que l'on peut évoquer. Il y en a un, je crois que ça vaut la peine d'être mis en avant, c'est la création du franc germinal. Oui. Parce que on va avoir là quand même une réussite spectaculaire, une stabilité monétaire qui va s'étendre jusqu'en 1914. Oui. Et ça commande à travers l'épargne patiemment accumulée tout au long du 19e siècle, ça commence avec ça. Et c'est un des héritages tout à fait positifs de Napoléon, avec une France qui, à la faveur de la prospérité du 19e siècle, est devenue une des grandes puissances financières avec l'Angleterre en 14. Oui. Alors, c'est une idée qui n'est pas purement de Napoléon, évidemment. Beaucoup d'économistes et de financiers y avaient réfléchi. Le problème de la stabilisation de la monnaie, c'est le problème récurrent à la fois de la fin de l'Ancien Régime, mais surtout de la Révolution, avec la monnaie de papier, l'assignat, les mandats territoriaux, etc. Il fallait y mettre fin. Alors, le Directoire avait créé un franc, mais il n'avait pas tiré plus de conséquences que ça. Alors il faut reconnaître qu'il y a un certain nombre de réformes du Directoire qui n'ont pas pu aboutir parce que le Directoire a duré peu longtemps. Et donc Napoléon a repris les choses positives ensuite. Mais sur le franc germinal, il définit une valeur du franc par rapport à l'argent. On croit toujours que c'est l'or, mais c'est par rapport à l'argent. On parlera de franc-or en 14, ça aura la même valeur, mais c'est l'argent qui est l'étalon. Et effectivement, ça va donner une stabilité monétaire, avec toutefois une difficulté qui est toujours signalée d'ailleurs lorsque on fait des études d'économie de base, c'est que le refus du billet de banque par Napoléon, le refus du crédit en général, alors qu'en fait il en fait beaucoup mais il les cache, vont probablement ralentir le développement, car il faut véritablement de la monnaie métallique. Et vous imaginez par exemple pour emmener la solde à l'armée d'Espagne, c'est des tonnes de pièces de monnaie. Donc il faut des régiments de cavalerie pour escorter, etc. On a certes des systèmes de bons et de compensation d'une banque à l'autre, mais il y a certains moments où il faut bien emmener les pièces quelque part. Et ça c'est, on va dire, c'est un peu une des faiblesses de sa politique monétaire, mais il est vrai aussi que la banqueroute de l'eau ou de l'AF, comme on dit, l'assignat, etc., n'encourageait pas les gouvernements français à créer de la monnaie papier, évidemment. Oui. Et alors, il y a un autre domaine qu'il est intéressant d'évoquer aussi, je crois, c'est celui de la justice. Là aussi, on pose vraiment les fondations de ce qui va durer ensuite. Oui, c'est pratiquement la même chose. On a rajouté chez nous le tribunal de grande instance au tribunal d'instance, mais c'est la même grille de tribunaux, avec ceci qui est à la fois important pour la justice, mais pour toutes les autres administrations, c'est qu'on met fin à l'élection. La Révolution avait mis des élections partout, ce qui était probablement une grande idée. Le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas, par exemple, pour les fonctionnaires fiscaux et pour les juges. Parce qu'évidemment, ils avaient leurs électeurs pratiquement à leur porte tous les matins, donc c'était très très difficile d'être strict. Alors Napoléon décide d'abord plus d'élection des juges, sauf les juges de paix, et organisation au sein d'une pyramide de tribunaux, au sommet de laquelle se trouve la Cour de cassation, puis des cours d'appel, puis des tribunaux d'instance. Et cette grille va être déclinée en matière pénale, enfin en matière civile, en matière pénale, en matière commerciale. Dans toutes les matières du droit, il y aura toujours ces trois niveaux de juridiction, avec donc des magistrats professionnels, recruté très rapidement en 1800, donc il va y avoir 2 épurations de la magistrature, même s'il y a une inamovibilité des magistrats en 1808 et en 1811. On va chasser les incapables, on en profitera au passage pour chasser les opposants politiques, évidemment, comme d'habitude, mais c'est surtout parce que les magistrats n'appliquaient pas le code civil, l'avaient pas lu, l'avaient pas compris, pratiquaient un autre métier parce qu'ils gagnaient pas assez d'argent, etc. Donc on a remis un petit peu d'ordre là-dedans. Et avec en arrière-plan, évidemment, la création aussi du code civil, qui est un projet de la Révolution, mais comme vous le disiez tout à l'heure, et qui n'a pas été mené à bien, et qui va l'être à l'époque de Napoléon. Bien, merci beaucoup Thierry Lenz pour tous ces éclairages sur la période du Consulat et du Premier Empire. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Dictionnaire des institutions du Consulat et de l'Empire, aux éditions Talandier. Un ouvrage
pratique, avec une information très dense mais en même temps très claire, et qui sera d'un usage très utile pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire napoléonienne.